Envoûtante et dynamique, la Tunisie nous invite à découvrir ses plus beaux trésors, qu'ils se cachent dans les méandres des souks ou à l'abri des regards. Derrière ces façades blanches gorgées de soleil, des hommes et des femmes perpétuent des savoir-faire ancestraux transmis de génération en génération. Tout au long de son histoire, le pays a attisé la convoitise des conquérants qui ont su tirer profit de cette terre fertile. Les artistes tunisiens se sont nourris de ces apports culturels successifs afin de nous léguer un patrimoine architectural exceptionnel. Nous débutons notre périple par le sud du pays et la fameuse île de Djerba. Ancien repère de corsaires, l'île a été occupée par des peuples berbères, carthaginois, romains, vandales et byzantins. Entourée de belles plages et de lagunes qui ont favorisé son essor touristique, elle est parvenue à préserver de nombreux sites de toute construction hôtelière. L'architecture fortifiée de Djerba témoigne de la longue présence sur l'île des Ibadites, qui défendaient leur autonomie avec d'imposants contreforts, y compris autour des mosquées. Sur la côte ouest, la mosquée Sidi Yati en fournit un exemple remarquable. La salle des prières est située derrière d'épais remparts face à la mer. Les jours de repos, des familles viennent profiter de la quiétude des lieux pour pique-niquer aux alentours. À proximité de Souk, le chef-lieu administratif de l'île, la mosquée Fadloun présente elle aussi la sobriété caractéristique des constructions ibadites. Datée du XIVe siècle, elle comptait notamment une boulangerie souterraine et un moulin à grains. Le village d'Eriad est un peu le cœur de l'île. Son marché s'étend sur plus d'1 kilomètre. La fraîcheur et la variété des produits proposés attirent les habitants de toute la région. Les femmes s'y rendent souvent en tenue traditionnelle. Fruits et légumes débordent des étals. Les récoltes automnales donnent la part belle aux grenades, aux dattes et aux courges de toutes sortes. Sans oublier le fameux fil-fil, ces piments que l'on retrouve dans la cuisine quotidienne. La partie ancienne du village présente un visage inattendu de l'île. En 2014, une centaine d'artistes de plus de 30 nationalités différentes ont eu carte blanche pour s'exprimer sur les murs. Cette manifestation, baptisée Djerba Oud, a donné naissance à 250 œuvres. Eriad est ainsi devenu un espace d'expression pour des artistes issus de cultures diverses. Un panorama du street art mondial et une attraction culturelle. Les portes d'entrée sont pleines de charme et débordent de secrets. Elles sont parfois embellies par de gros clous, dont certains sont censés porter chance et chasser le mauvais œil. Ces différentes décorations permettent de mettre en valeur la richesse du propriétaire et la solennité de la demeure. Un peu plus au sud, Guelala a longtemps été un village entièrement dédié à la poterie. Dans leurs ateliers souterrains, les artisans n'avaient qu'à se baisser pour trouver l'argile idéale pour leur poterie. Mounir est un des derniers à perpétuer la fabrication traditionnelle de jarres, de pots et d'autres récipients domestiques. Nous sommes les derniers, mon frère et moi, à exercer ce métier. Beaucoup ont arrêté. Certains sont partis vivre à l'étranger, d'autres n'arrivaient pas à s'en sortir. Ça ne se vendait plus. On produit surtout pour le marché tunisien, pour notre région, où on utilise encore beaucoup de nos produits. Il y a aussi quelques hôtels qui s'en servent comme décoration. Grâce au savoir-faire réputé de sa famille, Mounir arrive encore à s'en sortir.
Mais même si son four est bien garni, il n'est pas sûr que les jeunes soient prêts à prendre la relève. Au nord, Umtsuk est le centre touristique de l'île. Son fort, le Borj el-Kébir, veille sur la ville depuis la fin du XIVe siècle. Il a été érigé sur les ruines de l'ancienne cité romaine de Girba. Abandonné aux corsaires et aux pirates durant le XVIe siècle, le fort est occupé en 1881 par les troupes françaises. Rendu aux Tunisiens en 1903, il est aujourd'hui un des monuments historiques les plus visités de l'île. Les houches sont des maisons traditionnelles de l'île. Elles étaient à la fois corps de ferme et habitation. Toutes n'ont pas eu la chance, comme ici, à Midoun, d'avoir trouvé des passionnés pour les restaurer. Leila Meliki est en train de préparer une des spécialités de l'île. Les poissons ont été pêchés plus tôt dans la matinée. Ce que je vais préparer est une spécialité de Djerba, le couscous au poisson. Pour le cuisiner, j'ai donc du poisson, des pommes de terre, du persil et de l'oignon que l'on va cuire à la vapeur. Ce couscous est fait maison, ce qui veut dire qu'on le prépare nous-mêmes. On ne l'achète pas tout fait. On le prépare régulièrement pour alimenter une réserve dans laquelle je viens de prélever ce qu'il faut pour aujourd'hui. Maintenant, je vais faire cuire le poisson à la vapeur. Les pièces de la maison sont reliées par différents patios. À l'intérieur, la décoration est sobre dans l'esprit traditionnel. Leila y a aménagé une chambre d'hôte occasionnelle recherchée pour son calme et son confort. Sur la terrasse, on stockait autrefois des céréales ou des olives produites dans l'exploitation agricole voisine, le Menzel. Après une quarantaine de minutes de cuisson, le couscous est prêt à servir. Accompagné de la harissa faite aussi maison, il pourra être relevé avec des piments parfois bien corsés. Nous allons à présent nous diriger vers la frontière algérienne, vers des zones plus désertiques du pays. Nefta s'est construite autour de l'oasis Ras El Ayoun, connue sous le nom de Corbeille de Nefta. Quelques 150 sources abreuvaient autrefois la palmeraie. L'eau est toujours là, mais en bien moindre quantité. C'est d'ailleurs l'enjeu de toutes les palmeraies de la région. Ici, comme ailleurs dans le sud du pays, les maisons des médinas ont été édifiées avec de petites briques très fines. Nefta était à l'origine une cité numide puis romaine. Après la conquête musulmane, elle est devenue un haut lieu du soufisme. Les portes superbement décorées de la vieille ville proviennent de bois de palmier. Entre Tozeur et Nefta, on ne compte plus les palmeraies immenses où l'on récolte les fameuses dattes Nour, charnues et sucrées à souhait. Dès qu'il y avait une source d'eau à proximité, on a planté parfois plus que de raison. Novembre est le mois des récoltes. Les grappes de dattes ont été protégées de la poussière et des insectes par des sortes de housses, et pour ne pas les abîmer, on les cueille en équipe. Une fois coupée, la grappe passe avec précaution de main en main jusqu'au sol.
Le manque d'eau de pluie est devenu un vrai problème. On est en manque. C'est la sécheresse. Elle impacte beaucoup les palmiers et les dattes. En particulier, ce type de dattes y sont très sensibles. La moindre chose l'impacte. Et ces dattes-là ont besoin d'eau. Si elles en manquent, la qualité, la quantité, le fruit, tout est altéré. Les palmeraies n'ont pas reçu de pluie depuis 2 ans. Les sources présentent des niveaux inquiétants, mais pour le moment, les récoltes sont encore abondantes. En ville, toutes les familles vivent au rythme des récoltes. Ici, les femmes opèrent le tri. Les plus belles dattes partiront à l'exportation. Quant aux plus abîmées ou aux plus sèches, elles nourriront les animaux. Nefta est aussi réputée pour son festival annuel de musique soufie et mystique. Dans un ancien palais magnifique, le Dar El Wadi, l'artiste marocain Jawad Chari reprend avec ses musiciens des chants religieux que le public connaît par cœur. Né aux alentours du 7e siècle dans le prolongement de l'islam, le soufisme diffuse une dimension spirituelle et intime de la religion musulmane. En quête de vérité et de pureté, ces adeptes cherchent à se rapprocher de Dieu en se détachant des biens matériels. Sur une grande scène dans le stade de la ville, c'est une fratrie syrienne, les frères Abouchar, qui émerveillent le public. Leur danse, le hadra, permet d'accéder à un état supérieur et de cheminer vers Dieu. Avant de remonter vers le nord, nous nous arrêtons à Gabès, ville réputée notamment pour ses champs de henné. Cette plante aux propriétés médicinales et cosmétiques est cultivée depuis des siècles dans la région. Ici, la palmeraie souffre elle aussi du manque d'eau. Le désert est proche et il est de plus en plus compliqué de résister à ses assauts. Les grenades de Gabès sont considérées comme les meilleures du sud tunisien. Elles peuvent être jaunes ou d'un rouge éclatant. Ce qui compte, c'est de surveiller les fruits au moment des récoltes, car elles ont tendance à éclater en raison de la différence de température trop importante entre le jour et la nuit. Dans ce verger, malgré le manque d'eau, on en récolte environ 3 tonnes par an. À une vingtaine de minutes de la ville, à Limoua, voici une exploitation qui s'est développée autour d'une source d'eau conséquente. Seule solution viable à long terme, avec un important dispositif d'irrigation. On y cultive sur 55 hectares des oranges, des mandarines, beaucoup de citrons et des olives.
Les réserves d'eau ont diminué compte tenu du manque de pluie. Les réserves d'eau ont baissé d'environ 10 mètres par rapport au niveau habituel. C'est pour cela que l'on trouve des terrains qui sont secs et abandonnés par leurs propriétaires. Mais sur cette exploitation, on s'en sort plutôt correctement pour le moment. Espérons que cela va continuer pour que l'on puisse entretenir tous ces arbres. Sfax est la deuxième ville du pays. C'est un pôle économique de première importance. La Médina a été fondée en 849 après Jésus-Christ sur ordre de l'émir Aglabide de Kairouan. Malgré ses multiples remaniements au cours des siècles, son plan urbain médiéval est l'un des mieux conservés d'Afrique du Nord. Lofty Triki possède un minuscule atelier de cordonnerie, mais c'est un des meilleurs chausseurs du pays. Ça, c'est du cuir. C'est du cuir. On y vient de loin pour goûter au plaisir du sur-mesure et du travail d'orfèvre. Les échoppes sont souvent transmises de génération en génération. Lofty a hérité celle-ci de son père qui l'a mis au travail dès l'âge de 8 ans. C'est le contrefort. Ici, à Sfax, maintenant, on a plus que 5000 cordonniers. Donc, il faut... Ils ne travaillent pas comme ça. Ils travaillent à la chaîne, ils travaillent en série. Moi, je fais une paire par jour. Avant, on met les clous. Le cuir est d'une qualité magnifique. Le prix est dérisoire au regard du travail et de la qualité fournie. Mais l'heure de la retraite approche et Lofty n'a pas pour le moment de successeur. La Médina s'étend sur 24 hectares. Elle regroupe une trentaine de souks différents, tous situés au nord de la grande mosquée. À la fin du XIXe siècle, sous le protectorat français, un quartier moderne a été créé du côté est des remparts. Il a contribué à faire de la ville une grande plateforme commerciale. En périphérie de Sfax, la rénovation, voire la sauvegarde des Borges, est un mouvement qui prend de l'ampleur. À l'origine, simple maison rurale pour stocker des récoltes, les Borges sont devenus à partir du XVIIIe siècle des résidences saisonnières où il faisait bon vivre, à la différence des vieilles habitations de la Médina. Aïda Zaaf et l'association Borges en péril cherchent aujourd'hui à sauver ce patrimoine. Ces maisons sont situées dans la zone des Djeïnes, une région riche d'arbres fruitiers et de cultures potagères. Le Borge Kamoun date de 1890. Sa construction a été évolutive. Il a été menacé de disparition après l'écroulement de ses plafonds et c'est au prix d'une longue et sérieuse rénovation qu'il réapparaît aujourd'hui avec tous ses atouts. Sfax est aussi un grand port de pêche. Parcourir le marché aux poissons au petit matin en dit long sur la variété et la qualité des ressources maritimes. Les énormes mérous n'ont pas grand-chose à envier à leurs cousins du Pacifique. La région est aussi réputée pour ses oliviers. Mohamed Koti est la 3e génération à produire un hectare de qualité régulièrement primé dans les concours internationaux. Donc là, on parle d'oliviers qui ont été implantés en 1890. Et donc déjà, mon arrière-grand-père est agriculteur, mon grand-père, mon père. Et puis donc la passion et l'amour pour cet arbre est toujours là. En ce mois de novembre, les récoltes sont sur le point de démarrer.
Aujourd'hui, Mohamed réalise un test sur plusieurs arbres. La cueillette se fait entièrement à la main. Les olives seront très rapidement acheminées dans un moulin des environs pour être immédiatement pressées. La variété locale ici, dans la région de Encha ou Jbeniana, c'est la variété Chemleli. Donc Chemleli, c'est-à-dire Khad Bkhad. Là, comme vous voyez, là, on voit les deux couleurs, donc vert, noir, violet. C'est un arbre, en fait, qui supporte bien la sécheresse. C'est effectivement une gageure que de faire pousser ces arbres dans de telles conditions désertiques. On a opté pour cet espacement entre les oliviers et pour que les racines s'étendent au maximum pour avoir des apports hydriques et les nutriments nécessaires pour le développement de l'arbre. C'est une huile équilibrée, elle est légèrement amère, légèrement piquante. C'est une huile équilibrée et puis elle est stable dans le temps. Donc moi je suis content et fier de produire une telle huile. D'habitude, nous la consommons avec du pain ou avec des dattes au petit déjeuner. C'est toujours de l'huile vierge. Pendant la pause, on prépare le thé avec un mélange de plantes très infusées. Toute la famille de Mohamed s'est déplacée pour cette première journée de récolte. Dans les jours qui viennent, des dizaines de cueilleurs prendront possession du domaine. À quelques kilomètres de là, plus au nord, surgit l'impressionnante silhouette de l'amphithéâtre d'El Djem. Il fait partie des colisées les mieux conservés du monde avec celui de Rome. Construit entre 230 et 250 après Jésus-Christ, tous les spectacles en vogue dans l'Empire romain, comme les combats de gladiateurs, s'y déroulaient. On estime qu'il pouvait contenir près de 30 000 personnes. Aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO, il accueille chaque été un festival international de musique symphonique. Dans l'ombre du Colisée, l'atelier d'Ar El Djem perpétue l'art millénaire de la micromosaïque. Un travail minutieux et de grande précision qui permet d'obtenir des tableaux étonnants. Le principe est d'assembler de minuscules éléments de verre filés ou de fragments d'émail très finement découpés de manière à rendre les joints imperceptibles. El Djem était une cité romaine où il y avait beaucoup d'artisans qui réalisaient des mosaïques. Il y a de nombreuses demeures ici ainsi que dans le musée avec de grands tableaux de mosaïques qui illustrent le quotidien de ses habitants et de leurs familles. Nous avons perpétué cet art de génération en génération et nous l'avons fait évoluer évidemment, jusqu'à travailler la micro-mosaïque qui est un genre artistique. La mosaïque qui nous permet de reproduire des chefs-d'œuvre des plus grands peintres et des plus grands artistes, leur donne ainsi une valeur originale et les distingue de ce que l'on peut trouver ailleurs en Tunisie. Ces artisans peuvent travailler plus de 3 mois sur un petit tableau d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Nous poursuivons notre route vers le nord pour rejoindre la ville balnéaire de Madia. Construite sur une presqu'île, la côte a d'abord été occupée par un comptoir phénicien puis romain. La fondation de la cité remonte quant à elle au tout début du Xe siècle et a été ordonnée par le premier calife fatimide. Malgré la pression touristique, la ville a su conserver son charme. Elle est notamment parvenue à préserver son cimetière marin contre les promoteurs immobiliers qui l'ont convoité à plusieurs reprises.
Au pied des ruines de l'ancienne Sour, le site a été choisi au XVIIe siècle pour abriter des tombes, toutes orientées vers le large et la Mecque. Il abrite 3 sépultures de marabouts considérées comme des saints, qui attirent encore de nombreux pèlerins chaque vendredi. En contrebas, le petit port de pêche est entouré par les ruines d'une ancienne nécropole punique et d'un fort ottoman. En ville, le grand port est plutôt calme ce matin. La tempête qui a soufflé une grande partie de la nuit a dissuadé la majeure partie des pêcheurs de sortir en mer. Le moment est bien choisi pour réparer les filets en attendant une accalmie plus durable. Madia est aussi réputée pour son travail de la soie. De nombreux artisans perpétuent ce travail délicat dédié aux tenues traditionnelles d'Appara. Des heures de travail sont nécessaires pour entremêler harmonieusement fil de soie, fil d'argent et même parfois fil d'or. Le travail de la soie est une tradition très ancienne. Elle date de plusieurs siècles. C'étaient des gens fortunés qui portaient ces tenues, ceux qui avaient de l'argent. C'est pour cette raison que Madia est connu pour son travail de la soie. La soie et de l'argent, ils en portent beaucoup. Ces 2 matériaux se complètent bien. Le travail est répétitif mais demande de la précision. Il arrive qu'un motif soit rouge d'un côté et vert de l'autre. Lorsque l'on y ajoute de la broderie, la durée de fabrication d'une pièce peut dépasser 1 mois. Il s'agit en général de longues étoffes dans lesquelles on se drape et qui peuvent être agrémentées d'une grande ceinture. Mohamed nous dévoile quelques pièces prêtes à être livrées. La tenue traditionnelle la plus chère en Tunisie est celle de Madia. Ici, les gens aiment bien s'habiller pour les grandes occasions et ne font pas d'économie. En dépit du fait qu'elle est encore augmentée, ils continuent de l'acheter. Ils ne regardent pas à la dépense. Quand la femme le noue autour de sa taille, les pompons pendent comme ceci. Ça donne quelque chose d'extraordinaire, cela donne une belle allure. Lorsque tu te rends à une fête ou pour une autre occasion et que tu vois ces différentes pièces, tu constates que les personnes qui les portent ont vraiment une fière allure. En poursuivant notre route vers le nord, nous arrivons à Kairouan, considérée comme la 4e ville sainte de l'islam. La Médina est précieusement gardée par d'épaisses murailles. Dès le début du 8e siècle, Kairouan est devenu l'un des foyers majeurs de la culture islamique. Sa Médina prospère rapidement et au Xe siècle, la ville compte déjà 100 000 habitants. La cité est réputée pour ses tapis. Installée dans l'ancienne maison du gouverneur ou maison du bey, la famille Alani propose de magnifiques tapis fabriqués sur place. C'est le père de Faisal, le propriétaire actuel, qui s'est porté acquéreur de cette résidence datée du XVIIIe siècle et qui lui a restitué tout son faste. La demeure oppose un contraste saisissant avec le style austère des Aghlabides, à l'origine de l'expansion de la ville. Les terrasses de cet ensemble ont également été rénovées avec soin et offrent une autre perspective sur la Médina. Chaque pièce possède de somptueux plafonds finement ciselés en bois de teck et de cèdre, ornés de marbre.
Ça, c'est le vrai tapis kérouanais, ce qu'on appelle la loucha. C'est fait main. Chaque motif représente quelque chose. Tout ce qui est fond blanc représente la salle de la prière de la grande mosquée de Kérouan. Là, ce sont les escaliers de la minaret. Ça, c'est le mihrab, qui indique la direction de la Mecque. La croix de Kérouan, le nid d'abbé, les fleurs de jasmin. Et là sont les mosaïques qu'on le trouve au mausolée du barbier de Kérouan. La grande mosquée de Kérouan est considérée comme l'un des plus hauts lieux saints du Maghreb. Appelée aussi Oqba ibn Nafi, du nom de son fondateur en 670, elle est l'une des plus belles et des plus harmonieuses réalisations architecturales de l'islam. La mosquée a été agrandie et modifiée par les différentes dynasties qui se sont succédées en Tunisie. Mais que ce soit les portails, les galeries ou la salle de prière avec ses 17 nefs, son cœur est resté tel qu'il avait été conçu à l'origine. Elle est considérée par les fidèles comme l'une des 3 portes du paradis, avec la Mecque et la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Le makroud est plus qu'une simple pâtisserie. C'est le porte-drapeau de Kérouan à travers tout le pays. Et Halima est l'une de ses plus fidèles servantes. Ici, tout est fait maison avec des ingrédients de qualité. Pour le makroud traditionnel de Kérouan, nous avons besoin de la semoule de blé qui est là, de la farine qui est ici. Il faut du sel, du safran qui donne par la suite une couleur jaune à la préparation. On a besoin de graisse animale qui est ici. De l'huile d'olive. Puis on mouille tout avec de l'eau que nous avons ici. Et nous en faisons des boudins que nous allons fourrer avec cette pâte de date qui aura été parfumée avec cette préparation. C'est le safran qui donne à la préparation cette teinte jaune caractéristique. Ma mère et ma grand-mère préparaient déjà le makroud à la maison. Toutes les occasions sont bonnes, comme la célébration de l'Aïd, le Ramadan ou pour les mariages. C'est pour toutes ces occasions que nous préparons le makroud ici. C'est une de nos traditions. C'est le moment d'intégrer la pâte de date à la préparation, des fruits qu'elle se procure dans les palmeraies de Tozeur ou Nefta. Le moule en bois et ses motifs sont la signature de la maison. Halima coupe des portions généreuses avant de les plonger dans de l'huile. On oublie les questions de diététique. Seul compte ici le respect de la tradition. Après les avoir frites, je vais les mettre dans le chour, un mélange de sucre, d'eau et de citron. En ce qui concerne le makroud, voici le traditionnel, celui que faisaient nos ancêtres. Ils étaient de cette taille, avec ces motifs-là. Les clients en redemandent. Ces recettes sont un succès. Nous rejoignons à présent la capitale du pays, Tunis. Principale artère de la ville, l'avenue Habib Bourguiba s'étire vers le lac. Elle fait partie de la ville nouvelle créée par les Français à la fin du XIXe siècle. S'étendant de la gare de Tunis Marine à la place de l'Indépendance, l'avenue bénéficie d'une zone piétonne en son centre.
Avec ses quelques 650 000 habitants selon les derniers recensements, Tunis demeure la ville la plus peuplée du pays. Le marché central, situé dans l'ancienne ville coloniale, est un peu le ventre de Tunis. Des notes de fleurs d'oranger envahissent les étals qui se mélangent avec celles de nombreuses épices. Les olives y occupent bien entendu une place de choix. Ce maraîcher a mis en valeur un des fruits les plus populaires du pays, le citron, que l'on retrouve en permanence dans les différentes recettes de cuisine. Le matin, c'est le marché aux poissons qui est le plus fréquenté. Il regorge d'innombrables variétés que les vendeurs aspergent régulièrement. La Méditerranée du Sud sait se montrer généreuse, même si la ressource s'épuise de manière inquiétante. Fondée en 698, la Médina est l'une des premières villes arabo-musulmanes du Maghreb. Elle représente le cœur historique et symbolique de la capitale. Ce véritable labyrinthe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un centre de vie où peu d'étrangers résident. Un peu moins de 15 000 personnes vivent dans ce quartier. La mosquée Zitouna, ou mosquée de l'Olivier, est sans doute la plus emblématique de Tunis. Elle a été construite sur les ruines d'une basilique chrétienne autour du 8e siècle. Son actuel minaret n'a été rajouté qu'au 19e siècle. Malgré les transformations qu'elle a subies tout au long de son histoire, elle a su conserver une belle harmonie. La vue que l'on a des toits de la Médina donne une idée plus précise de sa densité. Certaines terrasses ont conservé des traces du raffinement de ces anciennes demeures ou palais, transformés pour la plupart en magasins. À l'écart des commerces, la partie résidentielle, entourée de bosquets de jasmin, possède encore un charme évident. La Médina comptait autrefois de nombreux édifices somptueux. Celui-ci, le palais Behram, était occupé par le moufti du sultanat d'Istanbul. Depuis 2007, les nouveaux propriétaires ont mis un point d'honneur à le restaurer à l'identique en utilisant des matériaux d'origine. Pour amortir cet investissement, une partie de la demeure a été aménagée en hôtel. Sur les plafonds finement ouvragés, une inscription indique la date de 1789. Au mur, les carreaux de faïence turque d'Iznik datent du XVIe siècle. Tous ces indices tentent à prouver que le palais aurait été édifié au XVIIIe siècle. À proximité, une autre demeure abrite l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis, le Dar Ben Gassem. En fait, la Médina, ça a été fondé en 8e ou 7e siècle. Donc, il y avait énormément de dynamique sociale et ça continue. Donc, il y a des familles qui ont quitté leur demeure, il y a des migrants de l'intérieur qui ont venu pour chercher le travail à Tunis, qui s'installent à la Médina. Le Dar Ben Gassem est une chambre d'hôte qui a conservé les styles andalous et italiens. Leïla et l'association veillent à la sauvegarde de la qualité et du savoir-faire des artisans de la Médina. Il y a pas mal d'artisans à la Médina qui essayent de garder leur savoir-faire, leur atelier, mais ils sont de 3e, 4e génération, donc leur métier est très importante pour eux, pour l'histoire de leur famille, mais c'est un vrai défi de continuer à produire, à trouver le marché aujourd'hui. Gorgar Zouayeb gère une petite échoppe de parfumerie. Il crée lui-même ses fragrances. Chaque journée est un défi économique qu'il arrive à relever grâce à la qualité de ses produits.
c'est le muscle, central. Voilà. Des fois, je présente les produits que je compose ou les produits qui ça marche bien. Sinon, les plus vendus, c'est les muscles blancs, jasmin et la fleur d'oranger. Je crois aussi la rose. Ça sent très très bon. Regarde. Celle-là ou la verte? Non. Next produit, mais comme ça c'est plus pratique. Le jasmin c'est plus populaire parce qu'il diffuse à la maison pour faire des odeurs à la maison. Dans un diffuseur, c'est le plus populaire parce que c'est une fleur numéro 1, c'est de la Tunisie, quoi. Comme la révolution du jasmin. Carthage n'est pas seulement la banlieue chic de Tunis. C'est d'abord une célèbre cité antique bâtie par les Phéniciens, ravagée, puis totalement reconstruite par les Romains. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une occupation romaine par la découverte sur une période très tôt, en tous les cas, de l'histoire romaine, qui est le temple de l'Agens Augusta qui se trouve à ma droite ici. Le terrain de la cathédrale a été offert à la France par le bey Hussein II en mémoire de Saint Louis, mort à cet endroit pendant la 8e croisade. Tout près de là, les archéologues ont mis au jour les vestiges du plus grand quartier de la ville antique. C'est surtout la découverte de la partie punique qui a été sous les remblais et découverte pendant les fouilles archéologiques dans la campagne portée par l'UNESCO qui a commencé en 1979. En contrebas, à côté de l'ancien port punique, les pêcheurs répètent des gestes ancestraux. Le nettoyage des filets prépare la pêche de demain. Les vestiges de la civilisation carthaginoise révèlent son extrême sophistication. Les ruines des thermes d'Antonin permettent d'imaginer la splendeur passée de ces installations. La partie haute, dont il ne reste que quelques colonnes, abritait des bains d'une taille impressionnante. Ils étaient les plus grands thermes de l'Empire romain après ceux de Rome. L'aqueduc de Zagouan alimentait tout le complexe de bains. Des inscriptions retrouvées confirment que l'empereur Hadrien fut à l'origine de cette construction gigantesque. Et ça ne représente pas uniquement une installation avec des équipements balnéaires, mais c'est aussi un lieu de pouvoir et de culte impérial, puisqu'on avait découvert dans le sous-sol de ce complexe une vingtaine de portraits d'empereurs. Ça veut dire qu'il y avait une symbolique politique également. Les maisons romaines dispersées autour de la colline témoignent du raffinement dans lequel les Romains pouvaient vivre. Marbre, mosaïque, toitures sophistiquées et, pour ne rien gâcher, une situation idéale face à la mer. De l'autre côté de la colline, sur les hauteurs de Gamart, se côtoient des maisons d'architectes, des ruines et des demeures anciennes en pleine restauration. En retrait, on trouve un lieu un peu iconoclaste, l'atelier de Mehdi Benedetto. Cet artiste utilise la mosaïque et la micro-mosaïque pour créer des œuvres très originales ou pour répondre à des commandes de l'industrie du luxe. La micro-mosaïque, c'est beaucoup plus petit, ça démarre à 2-3 mm. La mosaïque normale, c'est 5-6 mm. Après, c'est 1 cm. Et après, c'est beaucoup. Quand c'est la micro, ça devient vraiment 1 mm des fois. Sur 1 cm², on peut placer 100 pierres. En fait, la micro, comme c'est tellement petit, on a l'impression que c'est un dessin. Donc, automatiquement, c'est plus plaisant.
On a l'impression de frôler la perfection. Bon, quand on s'approche bien, on voit que c'est de la mosaïque. Mais la micro, quand on dépasse, on recule de 4-5 mètres et on regarde le boulot, on dirait que c'est une photo. Surtout quand c'est en gris, noir, blanc. C'est 8 mois de boulot, disons 3h30 par jour. 4 heures. Sinon, ça finit par des maux de tête. C'est très compliqué, la micro. Sidi Bou Saïd, la voisine de Carthage, a toujours occupé une position stratégique. Ses couleurs, le bleu et le blanc, ont contribué à sa légende. Avant de devenir une station balnéaire recherchée, le village a attiré de nombreux artistes. À l'écart du centre et face à la mer, la demeure du baron d'Erlanger est un havre de paix. Construit entre 1912 et 1922 pour devenir une résidence privée, ce palais porte le nom d'Enejma Ezara, ou étoile de Vénus. Sa décoration intérieure mêle les arts arabo-andalous, espagnols et italiens. Le palais abrite à présent le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Le baron d'Erlanger, son premier propriétaire, était tout à la fois peintre et musicologue. Il s'intéressait tout particulièrement aux traités musicaux arabes du Moyen-Âge dont il a entrepris la traduction en français. Le palais abrite aussi l'atelier d'un des derniers maîtres luthiers du pays. Hedi Belasfar réalise des luths orientaux, ces fameux ouds, support inconditionnel de la musique arabe. Le père de Hedi Belasfar fabriquait des meubles jusqu'à ce qu'il commence aussi à façonner des instruments de musique. C'est lui qui a enseigné à Hedi l'art de décorer des manches avec de l'os ou de l'ivoire. Sans oublier les secrets du bombé, cette caisse de résonance primordiale pour ce type d'instrument. En ce moment, son carnet de commandes est plein. Il profite du regain d'intérêt de la musique traditionnelle chez les jeunes. J'ai commencé à fabriquer des instruments de musique à l'âge de 14 ans avec mon père. Nous avons aussi enseigné et formé pendant plus de 20 ans des artisans à ce savoir-faire. Je suis aussi depuis 32 ans avec le ministère de la Culture au palais du baron Erlanger. Nous formons également des élèves à la fabrication d'instruments tunisiens comme le luth tunisien, le rebab, la nagrade et le tar tunisien. Ahmed Saïdani est concertiste et professeur de musique. Tous ces instruments ont été conçus par l'oncle Hedi, comme il l'appelle affectueusement. Cela fait plus de 30 ans que je travaille avec l'oncle Hedi. J'ai confiance en lui. C'est une personne compétente, reconnue pour la fabrication de cet instrument de musique. Je sais très bien que lorsqu'il va choisir du bois, ce sera toujours du premier choix. En contrebas du village se trouve une maison exceptionnelle, qui a elle aussi appartenu au baron. Le Dar Aslam. Sa restauration a pris plusieurs années.
C'est une maison qui a maintenant au moins 250 ans d'âge. Mais heureusement qu'elle a toujours été habitée, autrefois par le baron, puis son fils. Son fils, après, il y a eu une autre famille d'artistes qui a occupé les lieux, qui l'a complètement restauré, mis en valeur. Vraiment, c'est une maison qui a énormément d'histoire. C'est pas seulement de l'architecture, mais énormément de vécu. Des artistes sont venus, des poètes, des artistes peintres, des écrivains, des hommes de l'art. Beaucoup de monde est passé par là. J'ai passé toute mon enfance. C'est une maison qui est très particulière parce que c'est déjà son architecture qui est assez hybride entre l'arabe hafside et ottoman, entre le bolge, la maison de villégiature et la maison médinale très classique, son ouverture sur le jardin qui est magnifique avec les moucharabiers, avec les arcades, etc. Donc, et sa couleur très particulière, c'est la seule maison de Sidi Bou Saïd qui garde encore sa couleur d'origine avec un enduit ocre et des fenêtres vertes. Les hauteurs de Sidi Bou Saïd offrent un coin de quiétude privilégié et un panorama inoubliable sur la ville. Au loin, la Méditerranée nous invite à poursuivre le voyage.